Bonjour, c'est bon? Est-ce que c'est bon maintenant? C'est bon, vous m'entendez? Ok, c'est bon, merci. Badr, merci Khadija. Donc, je me présente premièrement, je suis Ibn Abdou Hadafman, je suis enseignant à la faculté d'Aïsba à l'université de Casablanca. Premièrement, avant de commencer, je tiens à remercier les amis Badr Boulak et Salah Din Nabira pour cette initiative et cette action citoyenne, Raya Fdar, dont je suis très heureux de faire partie de son équipe pédagogique. J'ai assuré avec vous cette partie de statistiques et d'analyse quantitative. Ça va être un complément de la partie d'analyse qualitative ou des études qualitatives. Normalement, on doit commencer la partie des études quantitatives en parallèle avec des études qualitatives pour permettre à un certain nombre de personnes de réaliser certains projets. Par exemple, le public concerné peut être, par exemple, des doctorants qui auront besoin, par exemple, de traiter dans leur partie empirique des études soit quantitatives ou qualitatives, ou des étudiants de master dans leur projet de fin d'études, ou même des personnes désirant réaliser des études de marché. On a pensé à faire cette partie d'études quantitatives en parallèle aux études qualitatives, mais avant d'entamer la partie des études quantitatives, nous devons voir un petit rappel de certains concepts statistiques. C'est la raison pour laquelle on a choisi de donner comme intitulaire à cette intervention statistique et études quantitatives. Comme ça, on va entamer notre intervention par un petit rappel de certains concepts statistiques avant d'entamer la partie d'analyse, où mon intervention sera divisée au sein en 3 parties. Dans la première partie, nous allons traiter l'analyse univariée, c'est-à-dire l'analyse d'une seule variable. Par la suite, nous allons basculer vers l'analyse bivariée, où nous allons étudier la relation entre 2 variables. Et après, on va voir un exemple ou des exemples d'analyse multivariée, c'est-à-dire le cas où il y a plusieurs variables à la fois à étudier. Je ne sais pas si vous m'entendez très bien ou non. J'aimerais bien avoir un commentaire pour me confirmer avant de passer à l'étape suivante. Bon, je commence premièrement. C'est bon? Je commence premièrement par un petit rappel statistique où je vais commencer par clarifier certains concepts statistiques. À titre d'exemple, population statistique, échantillon, unité statistique, variable au caractère statistique, modalité. Parce que toute l'analyse statistique se focalise sur un concept dont on a donc traité normalement dans la statistique descriptive. Donc je commence premièrement par le premier concept, à savoir population cible ou population statistique, qui désigne un ensemble d'unités statistiques. Et c'est un concept qui est très important parce que parfois on entend des chiffres ou des statistiques, on dit que ça ne reflète pas la réalité. Mais il faut toujours revenir au concept de population cible pour voir de quoi on parle. Par exemple, si je prends ce qui fait le buzz actuellement, c'est bien malheureusement le corona. Et il y a pas mal de personnes qui parlent qu'on a un taux élevé de décès au Maroc. Mais si on compare le nombre de décès qu'on a au Maroc par rapport à ce qu'ils ont d'autres pays comme l'Espagne ou l'Italie, ben on trouve que le nombre qu'on a est très réduit par rapport au nombre qu'ils ont ces pays. Mais le taux qu'on a au Maroc est très élevé par rapport à ces pays, le taux de décès. Pourquoi? Parce qu'il faut revenir à la population cible. La population cible, pour calculer le taux, le pourcentage de décès, c'est le nombre de personnes touchées par le corona.
Alors, si on prend le nombre de décès et on le divise par rapport aux personnes touchées, on trouve qu'on a un pourcentage élevé par rapport à ce qu'ils ont les autres. Même si les autres, ils ont un nombre de décès qui est plus élevé que ce qu'on a au Maroc. Donc, toujours, il faut revenir au concept de population. Quelle est la population cible? Donc, lorsqu'on parle de la population cible, on parle de l'ensemble des personnes ou des observations qu'on a dans une étude quelconque. Par exemple, si je parle, par exemple, de pourcentage de décès, c'est le nombre de décès par rapport au nombre de personnes touchées par le corona. Faites attention à ce concept parce qu'il y a pas mal d'études ou de chiffres déclarés où les gens ne croient pas à ces chiffres. Pourquoi? Parce qu'ils disent que c'est des mensonges, alors qu'ils reflètent la réalité parce qu'on a oublié de revenir à la population cible. Je prends un petit exemple. Si je prends par exemple un chiffre qui fait toujours coller beaucoup d'encre, c'est par exemple le pourcentage des personnes qui ont participé à une élection, par exemple aux élections, au vote. Le pourcentage des personnes qui ont voté. Si je prends le dernier pourcentage déclaré dans les dernières élections, le pourcentage déclaré dans les dernières élections, c'était, si je me souviens très bien, c'était 46%. Entre 46 et 50%. La majorité des personnes disent que ça ne reflète pas la réalité. C'est des mensonges. Parce qu'ils disent que ce n'est pas possible qu'un sur deux il a voté. Alors que le problème qui se pose lorsqu'on déclare que c'est 46%, non pas 46% des Marocains, mais 46% des personnes ayant le droit de voter, qui ne représentent même pas 13 millions Marocains. Ce qui fait 46% des 13 millions. Si on revient à toute la population, ça ne représente même pas le 1/6 de toute la population. Ce qui fait qu'on peut accepter que 1 sur 6 a voté. Donc toujours, il faut revenir à ce concept de population cible ou la population statistique étudiée qui représente le nombre d'individus définis par rapport à une propriété commune, qui peut être l'âge ou n'importe quelle autre propriété qu'on va voir par la suite lorsqu'on va traiter les variables. Donc, parfois, on peut étudier toute la population. Si on a la main à étudier toute la population, on fait étudier toute la population. Si on ne peut pas étudier toute la population, on passe à une partie de la population, on analyse une partie de la population qu'on appelle un échantillon. Donc, si je prends par exemple le cercle qui est en rouge comme étant toute la population, ce qui est en vert représente une partie de la population qu'on appelle un échantillon. Et remarquez que dans le cercle rouge, je peux avoir plusieurs cercles qui sont en vert, c'est-à-dire que dans une population, je peux avoir plusieurs échantillons. Mais lequel des échantillons je dois prendre dans le cadre en étude? On doit prendre un échantillon qui devrait être représentatif. Qu'est-ce qu'on veut dire par représentatif? C'est-à-dire, dans les résultats, on peut les généraliser sur l'ensemble de la population. Un échantillon devrait être représentatif, c'est-à-dire il doit représenter par la suite toute la population. Et il y a plusieurs méthodes de choix d'échantillonnage, dont la méthode la plus utilisée, c'est bien la méthode d'échantillonnage aléatoire. On fait un choix au hasard d'une partie de la population. Donc ça, c'est pour la partie où on ne peut pas étudier toute la population. On fait appel à une partie de la population qu'on appelle un échantillon. Mais si on peut étudier toute la population, on peut faire notre étude sur toute la population. Par exemple, si on suppose qu'on cherche à faire une étude sur, par exemple, les banques participatives au Maroc. Donc, ils ne sont pas nombreuses, on a un nombre limité, l'étude peut concerner toute la population. Mais parfois, si on s'intéresse à une étude dont le nombre de personnes est très très élevé, on ne peut pas toucher tout ce monde. Donc, dans ce cas, on fait appel à une partie de la population. Cette partie de la population, on l'appelle un échantillon. Et le troisième concept auquel on aura besoin, c'est unité statistique, ou ce qu'on appelle un individu, tout simplement. On a la population et une partie de la population, on appelle un échantillon. Toute personne ou tout individu de cette population ou de cet échantillon, on l'appelle unité statistique. Par exemple, dans cet exemple, on a une population composée de 35 pays, c'est-à-dire qu'on a 35 points. Chaque point représente ce qu'on appelle un individu ou unité statistique.
Quatrième concept auquel on aura besoin avant de passer pour la partie des indicateurs, c'est ce qu'on appelle variable ou caractère statistique. Donc, on fait observer des individus par rapport à quoi? On va les observer par rapport, par exemple, à leur âge, leur salaire, leur sexe, fonction. Ces éléments avec lesquels, donc ces dimensions avec lesquelles on fait observer les personnes ou les individus qu'on a au niveau de notre étude, on les appelle des caractères statistiques ou des variables. Et chaque valeur que peut prendre une variable ou un caractère statistique, on l'appelle une modalité. Par exemple, si je prends le sexe, il a deux modalités, homme-femme. Si je prends pays, je peux avoir Maroc, France, Égypte, Sénégal, n'importe quel autre pays. Donc, les valeurs possibles que peut prendre une variable ou un caractère quelconque, on les appelle modalités. Et ces modalités peuvent être quantitatives ou qualitatives, comme on va voir par la suite. Donc, par exemple, ici, le sexe, le premier exemple, le sexe, c'est une variable qui est qualitative, où on a soit homme, soit femme, ou masculin, féminin. On a le nombre d'enfants d'une famille. Donc, les valeurs possibles, on les appelle modalités. Ça peut être 1, 2, 3, ainsi de suite. L'ensemble des valeurs possibles qu'on a pour une variable dans ce qu'on appelle, forme ce qu'on appelle une série statistique. Par exemple, l'exemple qu'on a devant nous, on a une enquête dans laquelle on a essayé de regrouper l'âge d'un ensemble de personnes. On a la première personne, il a 18 ans, la deuxième, il a 21, troisième, il a 19, quatrième, il a 19. Remarquez que dans une série statistique, on peut avoir des valeurs qui se répètent. Donc, si on va regrouper l'ensemble des valeurs possibles, c'est-à-dire l'ensemble des réponses qu'on a au niveau de l'enquête, ça forme pour nous ce qu'on appelle une série statistique. Après ce petit rappel de ces concepts, auxquels on aura besoin dans les trois types d'analyses que nous allons traiter, nous allons passer aux analyses statistiques, aux analyses de données dans cette partie d'études quantitatives, où nous allons voir les trois types d'analyses. Une analyse, ça peut concerner une seule variable, et dans ce cas, on parle d'une analyse univariée. L'analyse, il peut concerner deux variables, et dans ce cas, on parle d'analyse bivariée, et nous cherchons dans ce cas la relation entre deux variables, comme l'analyse peut concerner plusieurs variables à la fois, et dans ce cas, on parle d'une analyse multivariée. Je vais commencer par cette partie d'analyse univariée, avant de basculer pour la partie d'analyse bivariée, après multivariée, en fonction de la plage, le temps qu'on a pour cette intervention. Sinon, on aura d'autres interventions dans lesquelles on peut voir la partie d'analyse multivariée et bivariée. Je commence par la partie d'analyse univariée maintenant pour la description d'une seule variable. On a déjà vu qu'une variable, on l'appelle soit une variable ou un caractère, c'est l'élément à travers lequel on va analyser une population, un échantillon. On va les analyser par rapport à l'âge, on va les analyser par rapport au salaire, par rapport aux fonctions, par rapport au nombre de cas, ainsi de suite. Donc cette variable ou ce caractère, il peut être soit quantitatif, soit qualitatif. Quantitatif, c'est-à-dire tout ce qui est quantifiable, tout ce qui est mesurable. On peut le quantifier, d'où on l'appelle quantitatif. Cette variable quantitative, il peut être soit discrète ou continue. Déjà, lorsqu'on parle des variables quantitatives, ce sont les variables pour lesquelles les opérations arithmétiques, somme, moyenne, ainsi de suite, ils ont un sens, c'est-à-dire ils sont possibles. Mais pour les variables qualitatives, on dit que les opérations arithmétiques, comme la somme par exemple, n'ont pas de sens. Une variable quantitative, il peut être soit discrète, soit continue. Soit il va prendre une seule valeur, ou il prend un ensemble de valeurs. S'il prend une seule valeur, ou des valeurs qui sont isolées, on parle d'une variable qui est quantitative, mais discrète. On l'appelle soit discrète, soit discontinue déjà, comme par exemple l'âge, le nombre d'entreprises, nombre d'enfants, nombre de cas, nombre de décès, nombre de cas de personnes guéries, ainsi de suite. Ça représente ce qu'on appelle une variable quantitative discrète. Mais si on n'a pas une seule valeur, mais on a un intervalle de valeurs, par exemple dans les études quantitatives,
normalement dans les enquêtes, et pour éviter, par exemple, les non-réponses, ou ce qu'on appelle les refus de réponse dans les études quantitatives, on dit qu'il faut éviter de demander à certaines personnes leur âge ou leur salaire. Au lieu de demander la question « Quel est votre âge ?», il est préférable de poser la question « Quelle est votre tranche d'âge ?», afin d'éviter d'avoir de refus de réponse. Ou même, par exemple, pour le salaire, au lieu de demander à la personne quel est votre salaire, on peut, pour avoir des réponses et éviter d'avoir de non-réponses, demander des fourchettes salariales ou des tranches salariales. Si les valeurs qu'on a sont sous forme des intervalles, les valeurs possibles sont sous forme d'intervalles, dans ce cas, on parle d'une variable quantitative parce que les valeurs sont numériques, mais cette variable quantitative, il prend donc un ensemble de valeurs sous forme d'intervalle. Cette variable, on l'appelle une variable quantitative continue. La variable, elle peut être quantitative comme elle peut être qualitative, c'est-à-dire non quantifiable. Et si la variable, elle est non quantifiable, c'est-à-dire que les modalités qu'il peut prendre sont des modalités qui ne sont pas numériques à 100%, et dans les opérations arithmétiques comme la somme ou la moyenne, médiane, ainsi de suite, ne sont pas ou n'ont pas un sens. Cette variable qualitative prend également deux formes. Soit elle est nominale, soit elle est ordinale. Qu'est-ce qu'on veut dire par nominale ou ordinale? C'est-à-dire que les valeurs ou les modalités qu'on a de réponse pour cette variable, ou les modalités possibles de cette variable, soit ils sont classés par ordre, soit ils ne sont pas classés par ordre. Si les modalités de réponse ou les valeurs possibles sont classées par ordre, on parle d'une variable qualitative ordinale. Par exemple, degré de satisfaction, on a très satisfait, peu satisfait, ou moyennement satisfait, insatisfait, ainsi de suite. Ou la mention, vous avez très bien, bien, assez bien, ainsi de suite. Donc le plus important, c'est qu'il y ait un ordre au niveau des modalités. Dans ce cas, on dit que la variable, elle est qualitative ordinale. Si les modalités ne sont pas classées par ordre, par exemple, pays, Maroc, France, Italie, Espagne, ainsi de suite. Donc, on n'a pas un ordre ici, aux villes, Casablanca, Rabat, Tanger, Marrakech, ainsi de suite. On n'a pas un ordre. Si les valeurs possibles ou les modalités possibles au niveau de cette variable ne sont pas classées par ordre, on dit qu'il s'agit d'une variable qui est qualitative, mais nominale, non pas ordinale. Faites attention au choix. Parce que le choix de la méthode par la suite, dans le cadre des analyses statistiques et des études quantitatives, dépend de la nature de variable. Nous allons voir que le choix de la méthode à appliquer au niveau d'une étude quelconque dépend de la nature de la variable. Est-ce qu'on a une variable quantitative ou une variable qualitative? Et même si c'est qualitatif, est-ce que la variable elle est nominale ou ordinale ou quantitative, discrète ou continue? Donc le choix de la méthode appliquée par la suite dans le cadre des analyses dépend de la nature des variables. C'est la raison pour laquelle on a commencé par cette partie de variables et des types de variables. Il y a un cas particulier au niveau de la variable nominale. On a dit une variable nominale, c'est une variable qualitative dont les modalités ne sont pas classées par ordre. Si les valeurs possibles, ils sont seulement deux, par exemple, comme le sexe, l'exemple le plus simple qu'on peut prendre, c'est le sexe. On a homme, femme ou masculin, féminin. On a deux valeurs seulement possibles. Dans ce cas, on appelle cette variable une variable binomiale ou dichotomique, c'est-à-dire binominale, d'où l'appellation binomiale. Donc, un cas particulier de la variable nominale, c'est la variable binomiale ou dichotomique lorsqu'il y a deux possibilités ou deux modalités possibles au niveau de cette variable. Dans ce cas, on l'appelle une variable binomiale qui vient donc du terme binominal. Donc, on va voir un exemple de chaque variable rapidement. Si je prends par exemple ici, on a un ensemble de personnes et pour ces personnes, on a étudié, la variable étudiée, c'est la couleur des yeux. Les modalités possibles, remarquez, on a le vert, le noir, noisette, bleu, et ainsi de suite. Donc, on a au total 300 personnes et pour chaque modalité, on calcule l'effectif associé. Combien de personnes, par exemple, le 60 représente combien de personnes ils ont comme couleur des yeux le bleu. Combien de personnes ils ont comme couleur le noir, ainsi de suite.
Et pour calculer la fréquence, on prend l'effectif associé, on le divise par rapport au total pour avoir la fréquence, qu'on peut le rendre sous forme de pourcentage, on multiplie fois 100, comme ça on peut avoir donc, pour chaque modalité le pourcentage qu'il représente par rapport au nombre global de personnes qu'on a. Ça, c'est un exemple d'une variable qui est qualitative nominale. Pourquoi qualitatif nominal? Parce que les modalités ne sont pas quantitatives. On a le vert, le noir, le bleu, ainsi de suite. Et ne sont pas classées par ordre. Je ne peux pas dire que le vert, c'est le numéro 1, le bleu, c'est le numéro 2, ainsi de suite. Donc, on n'a pas un ordre ici, donc il s'agit d'une variable qui est qualitative nominale. Donc, la formule de calcul, on a déjà traité pour la fréquence. Et on peut représenter ce type de variable, ça c'est un point qui est très important parce que dans pas mal de cas, on trouve des étudiants ou des chercheurs, ils font un choix aléatoire ou arbitraire des graphiques. Ils ne tiennent pas compte de la nature de la variable. Il faut savoir que le choix de graphique dépend de la nature de la variable. Par exemple, dans le cas d'une variable qui est qualitative nominale, le graphique le plus utilisé, c'est bien le secteur, le diagramme circulaire, ou ce qu'on appelle un camembert. Même on peut faire appel au diagramme en barre, mais généralement, le plus utilisé dans le cas d'une variable qualitative nominale, c'est bien le graphique circulaire, ou ce qu'on appelle un secteur, ou un camembert, où chaque morceau, on représente une modalité, et pour chaque modalité, on a le pourcentage associé, ou le nombre de personnes associées, comme ce qu'on a ici dans le diagramme en barre, on a le nombre de personnes associées ou l'effectif associé, alors que dans le secteur, on a le pourcentage. Donc, le choix ou le type de graphique à utiliser dépend de la nature de la variable qu'on a devant nous. Deuxième type de variable, c'est le variable qualitative ordinale. Comme on a dit, il s'agit d'une variable qui est qualitative, c'est-à-dire non quantifiable, mais ses modalités sont classées par ordre. Il y a un ordre au niveau des modalités. Par exemple, ici, on a 5 modalités, pas du tout satisfait, peu satisfait, donc neutre, c'est-à-dire il n'est ni satisfait ni insatisfait, satisfait, très satisfait. Remarquez qu'on peut donner donc, 1, 2, 3, 4, 5. Les personnes qui ne sont pas du tout satisfaites, on donne par exemple pour eux le 1, peu satisfait 2, neutre 3, satisfait 4 et très satisfait le 5. Donc il y a un ordre et pour chaque modalité, on fait calculer donc l'effectif associé, c'est-à-dire le nombre de personnes ayant répondu par exemple par la modalité pas du tout satisfait, peu satisfait, ainsi de suite. Et également, pour ce type de variable, il faut faire appel à un type de graphique qui est différent, à savoir le diagramme en barre ou le diagramme en battant. Alors, le troisième type de variable, c'est la variable quantitative toujours, mais discrète maintenant. C'est-à-dire, quantitative discrète, il va prendre des valeurs isolées. Par exemple, ici, on a des clients, et pour chaque client, on a étudié comme variable ici le nombre de produits financiers. Pour chaque client, on a étudié le nombre de produits financiers. Et par la suite, notre variable ici, ça sera quoi? C'est le nombre de produits financiers. Et remarquez qu'il y a possibilité d'avoir 0, 1, 2, 3, ainsi de suite. Donc, les valeurs possibles pour la variable nombre de produits financiers sont 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Et pour chaque valeur possible, on calcule l'effectif associé, c'est-à-dire le nombre de clients ayant 0 produits financiers et 103. Le nombre de clients ayant seulement un seul produit financier est 115. Le nombre de clients ayant 2 produits financiers est 95, ainsi de suite. Pour ce type de variable, on fait appel au diagramme en battant. Pour les variables quantitatives discrètes, on fait généralement appel au diagramme en battant. C'est complètement différent de la situation, par exemple, de variables qualitatives nominales, par exemple. Là, si on parle de variables qualitatives nominales, si je prends le cas binomial, on a homme-femme, par exemple, pour la variable sexe. On a 2 morceaux possibles. Mais si je prends une variable quantitative discrète, je peux avoir plusieurs valeurs possibles. Et si je vais le représenter par un secteur, j'aurai plein de morceaux. Ça ne sera pas
très donc, lisible et ça ne sera pas évident d'interpréter ce graphique. C'est la raison pour laquelle, dans le cas d'une variable quantitative discrète, on fait appel à ce qu'on appelle un diagramme en battant. Quatrième et dernier type de variable, c'est ce qu'on appelle les variables quantitatives toujours, mais continues, hein, qui sont d'une manière indirecte ordinales, parce que on a dit que ces valeurs, il prend ces valeurs sous forme d'intervalles, et d'une manière indirecte, il s'agit d'une variable qui est ordinale, parce que les intervalles qu'on aura par la suite, généralement, ils sont classés par ordre. Une variable continue ne prend pas des valeurs isolées, parce que s'il prend des valeurs isolées, donc il s'agit dans ce cas d'une variable qui est discrète, mais il prend des valeurs sous forme d'intervalles qu'on appelle également des classes. Et cette variable, il peut être à la base une variable quantitative discrète, c'est-à-dire lorsqu'on a une variable quantitative discrète dont les modalités possibles sont très nombreuses, on a un nombre élevé de modalités, on peut regrouper ces modalités sous forme de classes pour réduire le nombre de modalités, et dans ce cas, on transforme une variable quantitative discrète en une variable quantitative continue. C'est le cas qu'on a ici, par exemple. On a l'augmentation mensuelle de salaire et l'effectif associé. Et remarquez qu'on a un nombre très élevé de modalités, ce qui rend l'analyse un peu difficile. Ce qui fait, pour éviter ce problème, on peut regrouper ces modalités sous forme de classes. Et dans ce cas, au lieu d'avoir des valeurs isolées avec leur effectif, on aura des classes de valeurs ou des intervalles de valeurs avec leur effectif associé. Par exemple, ici, on a pris 5 ou 6 classes. La première classe, c'est de 0 à 3 et on a calculé l'effectif, c'est-à-dire de 0 à 3, les personnes ayant 0 avec les personnes ayant 2 et avec les personnes ayant donc une seule augmentation. On fait le total de ces 3 valeurs et on aura l'effectif qu'on a dans cet intervalle qui est le 830. On fait de même pour le deuxième intervalle, la deuxième classe, de 3 à 5, ainsi de suite. Et là, on peut facilement représenter cette variable, ou on peut facilement l'analyser parce qu'on a un nombre de modalités qui est limité par rapport au premier cas où il y avait un nombre de modalités qui est très élevé. Donc, dans ce cas, on fait généralement appel à un autre type de graphique qu'on appelle l'histogramme. Donc, on fait appel généralement, dans le cas d'une variable quantitative discrète, continue, on fait appel au graphique, on fait appel à l'histogramme. Mais il faut tenir compte, vous faites attention à ce point, pour l'histogramme, il faut tenir compte d'un point très important, c'est l'amplitude. L'amplitude, c'est-à-dire la différence qu'on a entre les valeurs de notre classe ou de notre intervalle. Par exemple, dans la première classe, l'amplitude est égale à 3, mais dans la deuxième, on a seulement 2. Dans la troisième, on a 5. Dans la quatrième, on a 10, ce qui fait qu'on n'a pas la même amplitude. Donc, pour analyser, il faut faire appel à ce qu'on appelle l'effectif rectifié. On ne fait pas la représentation graphique sur la base de l'effectif parce qu'on n'a pas la même amplitude. Il faut avoir ce qu'on appelle l'effectif rectifié. Comment on calcule cet effectif rectifié? On prend l'effectif de chaque classe et on la divise par rapport à son amplitude. Par exemple, dans la première, on va prendre l'effectif associé qui est le 830, mais on le divise par rapport à 3. Et on fait de même. Par exemple, pour la deuxième, on va le diviser par rapport à 2, mais pour la troisième, on va le diviser par rapport à 5. Et la représentation graphique, qui est l'histogramme qu'on a dit, sera basée sur l'effectif rectifié et non pas l'effectif. Faites attention, il y a pas mal de personnes qui font cette erreur au niveau des analyses. Il faut faire attention de l'amplitude. Sinon, au début, il faut choisir des classes ayant la même amplitude pour éviter d'avoir ce problème. Et comme ça, vous pouvez calculer directement, donc ou vous pouvez tracer directement, avoir votre histogramme directement sur la base de l'effectif sans passer à l'effectif rectifié, vu que vous aurez la même amplitude partout. Donc, on a parlé des variables, on a vu que les variables sont de deux types, soit quantitatives ou qualitatives, et ces variables quantitatives également sont de deux types ou deux formes, soit ils sont discrètes ou continues, et les variables qualitatives, ils sont soit nominales, soit ordinales. Maintenant, on va passer à l'analyse
l'analyse de ces variables. Toujours dans le cadre de l'analyse univariée, une seule variable. Quels sont les indicateurs statistiques sur lesquels on se base pour analyser une variable? Généralement, on fait appel à deux types de variables, à deux types d'indicateurs statistiques, soit des indicateurs de tendance centrale, soit des indicateurs de dispersion. Lorsqu'on parle des indicateurs de tendance centrale, généralement, les indicateurs les plus utilisés sont les moyennes et la moyenne arithmétique, notamment le mode et la médiane, ou les indicateurs de dispersion, la variance, les cas types, l'étendue, ainsi de suite. Donc, deux types d'indicateurs à utiliser dans le cadre de l'analyse d'une seule variable, soit des indicateurs de tendance centrale, soit des indicateurs de dispersion. Je commence premièrement par les indicateurs de tendance centrale, qui sont également de deux types. Soit ils sont de synthèse, et là généralement on parle des moyennes, soit ils sont de position, et là on parle soit de médiane ou de mode, ou même des quartiles ou quartiles. Je commence premièrement par les indicateurs de synthèse, qui sont généralement les moyennes, les quatre moyennes, à savoir la moyenne arithmétique, quadratique, géométrique et harmonique, mais dans la plus utilisée, c'est bien la moyenne arithmétique, qui est donc calculée sous deux formes, soit la forme d'une série brute, qu'on a sigma de x i sur n, ou série groupée, et là dans ce cas on prend le sigma de n ix i divisé par le n. Je ne vais pas entrer dans le détail de calcul parce que on va faire des applications de toutes les techniques que nous allons voir sur le logiciel, et l'outil qu'on va utiliser dans le cadre de notre analyse, c'est bien l'outil SPSS. Donc, on va éliminer ce point, on va éviter le détail de calcul, parce que je ne vais pas prendre des exemples de calcul, vu que le calcul sera réalisé par le logiciel, mais je vais me focaliser beaucoup plus sur la partie d'interprétation et d'analyse de ces indicateurs. Lorsque le logiciel, ou lorsque vous aurez la valeur de la moyenne, ou de la variance, ou de l'écart type, ou n'importe quel autre indicateur, comment peut-on l'analyser et comment peut-on l'interpréter? Donc ça, c'est pour le premier indicateur qui est la moyenne. La formule de calcul est très simple, soit on fait le sigma de xi sur n, ou sigma de nixi, par exemple. Pour la série qu'on a devant nous, on prend la somme de toutes les valeurs qu'on a, et on divise par le nombre de modalités possibles, qui est le n. Ici, c'est le 20, et on aura par exemple ici, c'est la moyenne de cette série, c'est 2,7. Parfois, on a parlé de population, on a parlé d'échantillons au début de cette intervention. Parfois, on a une population qui est divisée à 2 ou 3. Et dans cet exemple, par exemple, on a une population divisée en deux. On a la population numéro 1 et la population numéro 2. Et pour chaque population, il y a un effectif associé, N1 et N2. Et pour chaque population, il y a une moyenne arithmétique, x bar 1, x bar 2. Comment peut-on calculer la moyenne globale de toute la population, qui est le grand P, qui représente le P1 plus le P2, c'est-à-dire comment peut-on calculer la moyenne d'une population globale composée d'un effectif N, qui est la somme de N1 et N2. La moyenne, dans ce cas, la moyenne globale sera la moyenne des moyennes. C'est-à-dire il faut calculer la moyenne des moyennes, c'est-à-dire sigma de Ni x bar i sur N, c'est-à-dire N1 x bar 1 plus N2 x bar 2 divisé par le N. Sinon, si on a jusqu'à K, on peut faire la même chose, c'est-à-dire N1 x bar 1, N2 x bar 2, N3 x bar 3, ainsi de suite. Donc, lorsqu'on a une population globale divisée à des sous-populations, dans ce cas, pour calculer la moyenne globale représente la moyenne des moyennes. Ça, c'est très important dans le cadre des études ou lorsqu'on a plusieurs échantillons et la population globale est composée d'un ensemble d'échantillons de sous-parties de la population. Le deuxième indicateur statistique utilisé, c'est le mode, qui est un indicateur de tendance centrale qui représente la valeur la plus fréquente, c'est-à-dire que la valeur qui se répète le nombre de fois le plus élevé. Par exemple, si on prend la série statistique qu'on a devant nous, la valeur qui se répète le nombre de fois le plus élevé est le 4. Et l'effectif associé à ce 4, c'est bien
3, ça se répète combien de fois? Ça se répète 3 fois. Mais le mode est peu utilisé par rapport à la moyenne ou même la médiane. Pourquoi? Parce que parfois, on peut avoir une série unimodale, comme on vient de voir, c'est-à-dire il y a un seul mode, et qu'on peut représenter graphiquement, facilement. Là, dans ce cas, c'est la valeur la plus fréquente, c'est-à-dire la valeur dans donc, la barre correspondante est la barre la plus longue ou la barre la plus élevée. Mais parfois, on trouve que déjà, on peut calculer le mode soit pour une variable quantitative discrète ou une variable quantitative continue. S'il s'agit d'une variable quantitative discrète, on parle de mode. S'il s'agit d'une variable quantitative continue, on parle de classe modale. On a dit que le mode est peu utilisé par rapport à la moyenne ou même la médiane, parce que parfois on peut avoir une série statistique qui est bimodale ou multimodale même. Si on prend la série qu'on a devant nous, remarquez que dans cette série statistique qu'on a devant nous, on a le 2 qui est en gras et il est répété 5 fois. Et si je prends ce qui est souligné, qui est le 3, également il est répété 5 fois. Ce qui fait, on a 2 valeurs qui se répètent un nombre, donc le même nombre et qui est le nombre le plus élevé, à savoir le 2 et le 3. Donc on dit dans ce cas, il s'agit d'une série statistique qui est bimodale. Parce qu'on a 2 modes. Et comme j'ai dit, on peut avoir plusieurs modes à la fois. Et dans ce cas, on parle d'une série statistique qui est multimodale. Ce qui fait, on dit que le mode reste peu utilisé par rapport aux 2 autres indicateurs de tendance centrale qui sont la moyenne et la médiane, puisque il me demande le temps. On va voir, donc, on va essayer, donc, je vais essayer de passer un peu vite cette partie d'analyse univariée. Et comme ça, on termine cette partie d'analyse univariée. Je consacre la prochaine intervention à la partie d'analyse bivariée, où je vais faire donc la partie d'analyse bivariée, la partie théorique, ainsi que ses applications avec l'outil qui est le logiciel SPSS. Donc, on a dit que le mode est peu utilisé par rapport à la moyenne ou la médiane, parce que c'est un indicateur dans lequel on peut avoir plusieurs valeurs associées. Par exemple, ici, on a 2 valeurs, on peut avoir plusieurs, parfois on parle d'une série qui est multimodale. Remarquez ici le cas, on a 2 modes, le mode numéro 1 et le mode numéro 2. De même ici, s'il s'agit de classe, c'est la même chose. Là, on a un exemple d'une série qui est multimodale. Un autre problème pour le mode, c'est que parfois on n'a pas de mode. Si je prends la série qu'on a devant nous, on n'a pas de mode. Et vous faites attention, il y a pas mal de personnes qui disent que le mode c'est le 8 ici. Non, le 8 représente la valeur la plus élevée, qui est le maximum, et non pas le mode. Le mode c'est la valeur la plus fréquente et non pas la plus élevée. Et parfois on n'a pas de mode, c'est la raison pour laquelle on dit que le mode il est peu utilisé par rapport aux autres indicateurs de tendance centrale. Le 3e indicateur de tendance centrale, et c'est le dernier dans cette partie d'analyse de tendance centrale, c'est la médiane. La médiane, c'est la valeur qui divise la population en 2 sous-populations égales ou 2 parties égales. L'exemple le plus simple qu'on peut prendre, un terrain de tennis. Ce qui divise le terrain en 2 parties, c'est le filet. Le filet représente la médiane. On parle de la ligne médiane. Donc, si on a donc une valeur, par exemple, de médiane, je vais dire la médiane d'âge est 23 ans. C'est-à-dire il y a 50% qui ont moins de 23 ans et 50% qui ont plus que 23 ans. Donc la médiane, c'est la valeur qui divise la population sur 2. Pour la calculer, on a 2 possibilités. Soit on a le nombre impair et dans ce cas, on divise les 2 parties. Par exemple, ici, on a un nombre de 9 modalités. Je prends la médiane, c'est la 5e, donc la valeur associée à la 5e modalité, puisqu'on a 4 valeurs de chaque côté. Mais lorsque on a un nombre d'observations paires, dans ce cas, la médiane sera le milieu, donc, ou la moyenne des 2 valeurs qui sont au milieu. Par exemple, ici on a 8, on peut faire 2 groupes de 3, et la médiane, ça sera la moyenne de la 4e et la 5e observation. On peut également calculer la médiane même pour les variables quantitatives continues, où il faut chercher l'effectif associé, par exemple ici, en cherchant le 50%, la moitié, le cherchant par exemple, c'est entre 39 et 68, et on calcule donc la médiane
Donc, pour avoir les 50% de la population, c'est-à-dire les valeurs les plus élevées et les valeurs les plus faibles, je passe rapidement cette partie parce que on a un problème donc, de timing. Il y a, donc la médiane, on l'appelle fractile, parce qu'il y a plusieurs fractiles. Si la médiane divise la population sur 2, il y a d'autres fractiles qui divisent la population sur plus que 2. Par exemple, si je prends les quartiles, ils divisent la population sur 4 parties. Le Q1 représente les 25% de la population. Le Q2, qui est la médiane en même temps, représente 50% de la population. Le Q3 représente 75% de la population, ainsi de suite. On peut avoir des fractiles qui divisent la population sur 10, on les appelle les déciles, D1, D2 jusqu'à D9. On peut avoir même les centiles, de diviser la population sur 100. Donc la médiane fait partie de ce qu'on appelle les fractiles. Les 3 indicateurs de dispersion que je vais traiter rapidement. Premièrement, le premier indicateur, c'est l'intervalle de variation, ou qu'on appelle également l'étendue, qui est égal à la différence entre les valeurs extrêmes, c'est-à-dire la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale. Ça nous permet d'avoir, par exemple, une idée concernant l'homogénéité de la population. Est-ce qu'on a une population qui est homogène ou une population qui est hétérogène? Par exemple, si je prends l'âge, la différence entre la valeur max et la valeur min me donne est-ce qu'on a une population qui est homogène ou hétérogène. Si je prends le cas, par exemple, des personnes qui sont connectées avec nous, combien on a de personnes, et je prends l'âge, donc la valeur maximale en termes d'âge pour une personne et la valeur minimale, et on fait la différence entre les deux, ça me permet d'avoir une idée concernant les personnes connectées avec nous. Est-ce qu'il s'agit donc des personnes qui font partie de la même catégorie seulement? Par exemple, si on trouve que le minimum c'est 20 ans et le maximum c'est 32, l'écart ça sera 12. Donc je peux dire que là on a un écart qui est réduit. Donc on peut dire que il s'agit d'une population jeune, et dans ce cas, on a une population homogène. Mais si je prends, par exemple, je prends l'exemple qu'on a pris au début, les votes, les élections, l'étendue, elle est très élevée, c'est parce qu'on a une population hétérogène. Le minimum, c'est 18 ans, et le maximum, il peut être, par exemple, 80. Si on fait 80 moins 18, on a 62 en termes d'écart, ce qui est élevé. On dit que dans ce cas, on a une population hétérogène et non pas une population homogène. Le deuxième indicateur de dispersion, c'est la variance. Premièrement, lorsqu'on parle de dispersion, on parle de l'étalement, pas ou l'éloignement, pas combien on est éloigné de la tendance centrale, qui est généralement la moyenne. C'est la raison pour laquelle vous avez ici dans la formule, c'est sigma de xi moins x bar. On cherche par combien on est éloigné de la moyenne. Les valeurs qu'on a, par combien ils sont éloignés de la moyenne. Et ça nous permet donc d'avoir la dispersion. Le premier indicateur utilisé ici, c'est la variance, qui est utilisée généralement, on dit que pour calculer ou comme étant un moyen intermédiaire pour calculer l'écart type. Et la même remarque qu'on a fait pour la moyenne arithmétique, on le fait pour la variance. Si on a une population composée d'un ensemble de populations ou de sous-populations, la variance globale, ça sera la moyenne des variances plus la variance des moyennes. Parce que si on a un ensemble d'échantillons et on veut calculer la variance de la population globale qui compose l'ensemble de ces échantillons, la variance globale, ça sera la moyenne des variances plus la variance des moyennes. Donc, on a dit que la variance elle-même, elle est utilisée comme étant un moyen intermédiaire pour calculer l'écart type, qui est l'indicateur le plus utilisé dans le cadre dispersion, qui me permet d'avoir une idée soit sur l'homogénéité de la population, même dans certaines situations, par exemple en finance, on peut l'utiliser pour le calcul de risque. Monsieur Badraoulak me relance comme quoi c'est le temps. Bon, je vais m'arrêter au niveau de l'écart type, et je vais laisser le reste des éléments de la partie bivariée à la deuxième intervention. Nous allons voir l'analyse bivariée avec le logiciel SPSS. Je vais essayer de faire une simulation d'une méthode 2 avec le logiciel SPSS, par exemple la régression simple ou le test Q2, le ANOVA en fonction du temps qu'on aura. De même dans la partie multivariée, je vais essayer de faire un exemple ou deux des techniques
d'analyse quantitative multivariée, soit l'ACP, soit l'analyse discriminante ou l'AFD, soit l'AFC. Donc, on a plusieurs techniques qu'on peut utiliser dans le cadre d'analyse multivariée ou bivariée, mais malheureusement, on a la contrainte de temps. Je vais me contenter aujourd'hui de ce qu'on a traité et on va essayer de consacrer d'autres séances dans lesquelles on peut voir cette partie d'analyse multivariée et d'analyse bivariée. Je ne sais pas si on a droit aux réponses aux questions ou non. Sinon, donc, je suis là pour répondre à vos questions. Je ne sais pas si on a droit aux questions, aux réponses. Sinon, on doit arrêter. Je ne sais pas si c'est le cas ou non. C'est-à-dire, on peut prendre 10 minutes de plus, Monsieur Badr, pour faire la suite. Je ne sais pas si pour les personnes connectées avec nous, les personnes connectées avec... Bon, donc je vais prendre une partie. Donc, je vais faire un peu... je vais essayer de faire avec cette partie. Je vais faire la suite avec vous en attendant. Donc, si vous avez des questions, je ne sais pas si vous avez des questions avant de passer à l'étape suivante. Donc, je me suis arrêté au niveau de l'écart type. Je vais prendre 10 minutes de plus. Donc, Monsieur Badr Boulak nous a autorisé 10 minutes de plus. Donc, merci. On va continuer donc notre intervention. On était au niveau de l'écart type. On a dit que c'est un indicateur très utilisé qui nous permet donc de calculer la dispersion, qui nous donne une idée concernant l'homogénéité de la population. Par exemple, si on a un écart type élevé, on dit que la population est hétérogène. Et si on a un écart type qui est faible, on dit qu'il s'agit d'une population qui est homogène. Et même parfois, dans certains secteurs, par exemple en finance, on peut le calculer, on peut l'utiliser pour avoir par exemple le risque, pour avoir une idée concernant le risque. Et si on a un écart type qui est élevé, on dit qu'il s'agit d'un risque qui est élevé. Et si on a un écart type qui est faible, on dit que c'est moins risqué. Donc c'est un indicateur qui est très utilisé. C'est la raison pour laquelle on dit que la variance est un indicateur intermédiaire pour calculer l'écart type qui est le racine carrée de la variance. Il y a une question, le prochain live, c'est quand? Bon, ça sera sans doute la semaine prochaine, donc le jour, c'est à fixer, vous allez le voir avec les personnes qui se chargent de la gestion de ce groupe, qu'on remercie infiniment pour l'occasion des efforts déployés pour assurer cette mission et cette tâche qui est très très difficile au nom de tous les Marocains, non pas seulement en tant qu'intervenants, mais en tant que Marocains. Je remercie les amis pour les efforts déployés qui reflètent qu'au Maroc, heureusement, on a des personnes qui pensent toujours à l'intérêt général de la population et de la société. Donc l'écart type, on a dit que c'est un indicateur très utilisé, mais parfois, on peut utiliser l'écart type pour comparer deux grandeurs ou deux observations dont l'unité de mesure est différente. Par exemple, vous avez l'écart type de la taille et vous avez l'écart type de poids. La taille, c'est en centimètres, par exemple, en mètres, et le poids, c'est en kilogrammes. On a deux unités de mesure qui sont complètement différentes. On ne peut pas comparer les deux écarts types dans ce cas. Pourquoi? Parce que je ne peux pas dire que le premier est élevé par rapport au deuxième ou l'inverse. Pourquoi? Parce que les deux unités de mesure qu'on a sont complètement différentes. Dans ce cas, pour éviter ce problème, on fait appel à un autre indicateur de dispersion, c'est ce qu'on appelle le coefficient de variation, qui n'est que l'écart type divisé par la moyenne. Comme ça, si on va prendre l'écart type qui est avec, par exemple, kilogramme et divisé sur la moyenne qui est également en kilogramme, on aura un chiffre entier sans unité de mesure. Et dans ce cas, on peut le comparer au deuxième grandeur qui est également sans unité de mesure. Donc, lorsque vous cherchez à comparer des écarts types, par exemple, de deux observations, de deux distributions de valeurs dont les unités de mesure ne sont pas comparables et ne sont pas les mêmes, on fait appel au coefficient de variation.
Parce qu'on ne peut pas comparer deux observations dont les unités de mesure ne sont pas les mêmes. Donc, si c'est le cas, on fait appel à cet indicateur de dispersion qui est le coefficient de variation, qui est l'écart type divisé par la moyenne. Pour résumer cette partie d'analyse univariée, donc on a dit que l'analyse univariée se fait soit avec des indicateurs tendance centrale, soit avec des indicateurs de dispersion. On a traité 3 types d'indicateurs tendance centrale, la moyenne, la médiane et le mode. Et on a traité également 3 ou 4 indicateurs de dispersion, à savoir l'intervalle de variation, l'écart type et la variance et le coefficient de variation. Je n'ai pas traité l'intervalle interquartile parce que je vais le traiter lorsque j'ai traité la partie d'analyse avec les graphiques, où je vais voir avec vous le graphique par exemple de Wata-Moustache, et nous allons voir cet écart cet intervalle interquartile, c'est-à-dire la différence entre le Q3 et le Q1, et nous allons voir que représente cet intervalle de dispersion également. Donc je vais le laisser pour la partie d'analyse graphique, parce qu'on va consacrer une partie d'analyse graphique dans la partie pratique. Donc on a résumé notre analyse avec 2 indicateurs, tendance centrale et de dispersion. Une analyse se fait soit avec des tableaux, et dans les tableaux on aura des indicateurs statistiques, soit avec des graphiques. Et je répète la remarque que j'ai faite tout à l'heure pour vous, que pour le choix de graphique, dépend de la nature de variables. Vous faites attention, le choix de graphique dépend de la nature de variables, et ce choix, il faut donc le prendre en considération lors de votre analyse. C'est-à-dire que si vous avez une variable qualitative nominale, vous faites soit appel au graphique circulaire, ce qu'on appelle un secteur, ou un diagramme en barre. Si vous avez une variable qualitative ordinale, on fait appel au diagramme en barre. Si vous avez une variable quantitative discrète, on fait appel au diagramme en battant. Enfin, si on a une variable quantitative continue, il faut faire appel à l'histogramme comme graphique, sous condition d'avoir la même amplitude. Sinon, on fait le calcul on fait appel aux effectifs rectifiés. Donc, pour récapituler, l'analyse univariée se fait soit avec des tableaux, et les tableaux avec des indicateurs statistiques, 2 sortes d'indicateurs. Indicateurs de tendance centrale ou indicateurs de dispersion, ou avec l'analyse avec des graphiques, donc 2 possibilités. Il y a des graphiques pour les variables qualitatives et des graphiques pour les variables quantitatives. S'il s'agit des variables qualitatives, on fait appel soit au diagramme circulaire, soit au diagramme en barre. S'il s'agit de variables quantitatives, on fait appel soit au diagramme en battant pour la variable discrète, soit à l'histogramme pour la variable qui est quantitative continue. Maintenant, nous passons à l'analyse bivariée, c'est-à-dire l'analyse de 2 variables ou de la relation entre 2 variables. Supposons qu'on a 2 variables, une variable y, une variable x. Dans la première, qui est la variable y, on l'appelle soit la variable dépendante ou la variable à expliquer. Il dépend d'une autre variable. On va l'expliquer par une autre variable. La deuxième variable, donc le x représente ce qu'on appelle la variable indépendante ou la variable explicative. C'est cette variable qui va expliquer la première. Et le choix de la méthode à utiliser dans cette situation dépend de la nature de la variable. On a vu qu'il y a 2 sortes de variables. La variable, soit il est quanti, soit il est quali. Donc, on a le y qui est la variable à expliquer ou la variable dépendante. Il peut être quantitatif comme il peut être qualitatif. Et le x qui est la variable indépendante ou explicative, il peut être quantitatif comme il peut être qualitatif. Ce qui fait dans ce cas, on a 4 situations possibles. La première situation, lorsque les 2 variables, c'est-à-dire la variable à expliquer et la variable explicative, sont toutes les 2 quantitatives. Dans ce cas, on fait appel à la régression simple, ou on l'appelle la régression linéaire, corrélation simple, ainsi de suite. J'essaie de donner un exemple de chaque situation, et nous allons voir par la suite dans notre prochaine intervention un exemple sur le logiciel SPSS d'analyse et d'interprétation des résultats de chaque méthode parmi les méthodes qu'on a.
Par exemple, dans la première situation, la régression linéaire, deux variables quantitatives. Par exemple, supposons que le Y, c'est le chiffre d'affaires. Et le X, c'est le prix. Nous cherchons à savoir est-ce que le chiffre d'affaires dépend de prix. Donc, le Y qui est le chiffre d'affaires, il est quantitatif. Et le X qui est le prix, c'est également quantitatif. Nous cherchons la relation entre ces deux variables qui sont quantitatives. On fait appel à la technique de régression simple ou la régression linéaire ou la corrélation simple. Si on bascule à la deuxième situation où la variable à expliquer n'est pas quantitative, mais elle est qualitative. Mais la variable dépendante ou à expliquer, elle est toujours quantitative. Par exemple, nous cherchons à analyser toujours le chiffre d'affaires, mais par région. On a 4 régions, c'est une variable qui est qualitative. Expliquer le chiffre d'affaires par région, on ne va pas faire appel maintenant à la régression simple parce que la deuxième variable, qui est la variable explicative ou indépendante, est plus quantitative mais elle est qualitative. On fait appel dans ce cas à l'analyse de la variance. Elle est connue surtout sous l'appellation ANOVA, Analysis of Variance. Donc c'est la deuxième méthode utilisée lorsque la variable dépendante elle est quantitative et la variable indépendante elle est qualitative. Troisième méthode, lorsque la variable maintenant dépendante, on va expliquer, elle est quantitative, et la variable indépendante, elle est quantitative, on fait appel à ce qu'on appelle la régression logistique ou logique. Par exemple, on cherche à voir, par exemple, une maladie quelconque. Par exemple, il a été utilisé par exemple, dans pas mal de situations en médecine. On cherche à savoir est-ce que la maladie existe ou non. Je prends le cas, par exemple, de cancer de sein, parce qu'il a été utilisé dans le cas de cancer des seins. Par exemple, est-ce que la femme elle a le cancer des seins ou non? Donc, la variable à expliquer, il a deux modalités, soit oui, soit non. C'est qualitatif. Et par exemple, on peut prendre comme variable explicative qui est quantitative, nombre de cigarettes fumées par jour. Donc là, on va expliquer l'existence de la maladie ou non, c'est une variable qualitative, par une autre variable qui est quantitative, qui est le nombre de cigarettes fumées par jour. Et dans ce cas, on dit qu'il s'agit d'une variable qui est quantitative, qui va expliquer une autre variable qui est qualitative. On a pas mal d'exemples. Et quatrième et dernière situation, c'est le cas où on a deux variables qui sont toutes les deux qualitatives. Nous cherchons à expliquer la variable, par exemple, y qui est qualitative par une autre variable, x qui est qualitative. Par exemple, on cherche à savoir est-ce que la fonction ou donc la catégorie d'employés qu'on a dépend de sexe. Ou par exemple, est-ce que la fonction dépend de région, ainsi de suite. Donc, la fonction et le sexe, par exemple. Si je prends le premier exemple, est-ce que la fonction occupée par la personne dépend de sexe? Par exemple, est-ce qu'on a plus de secrétaires, par exemple, chez les hommes ou les femmes? Est-ce qu'on a plus d'avocats chez les hommes ou les femmes? Ainsi de suite. Donc, la variable qui a expliqué qui est la fonction, c'est une variable qualitative. Elle peut être, par exemple, médecin, enseignant, avocat, ainsi de suite. C'est qualitatif, qu'on va l'expliquer par une autre variable x, qu'on appelle la variable explicative, qui est également qualitative, homme-femme. Ou ça peut être, par exemple, fonction région, fonction ville, ainsi de suite. Lorsque les deux variables sont toutes les deux qualitatives, on fait appel à ce qu'on appelle le test Ki2. Donc ça, c'est pour le cas bivarié. Maintenant, si on a un ensemble de variables à expliquer, non pas seulement deux, dans la partie bivariée, on n'a que deux variables. Une variable quanti et une autre quali, ou une variable quali ou l'autre quanti, ainsi de suite. Ce qui fait dans la partie multivariée, on a plusieurs variables à la fois. Et dans ce cas, on a deux sortes de méthodes. Soit on a des méthodes qui sont descriptives, soit on a des méthodes qui sont explicatives. Soit on a des méthodes descriptives, on va décrire un événement quelconque, un phénomène quelconque. Et dans ce cas, le choix de la méthode dépend toujours de la nature de variable. Si on a une méthode descriptive et on a des variables quantitatives, on fait appel
à l'ACP, l'analyse en composantes principales. Si on a une méthode descriptive, mais les variables sont qualitatives, on fait appel à l'AFC, l'analyse factorielle de correspondance. Et si on a des méthodes explicatives, nous cherchons à expliquer une variable par d'autres variables. C'est le même principe que ce qu'on a vu dans le cas bivarié. Il faut voir comment il est le Y, c'est-à-dire la variable à expliquer. Est-ce qu'elle est quanti ou quali? Si le Y est quanti et les autres variables sont quanti, on fait la régression multiple. C'est l'extension de la régression simple. Si la variable, c'est la variable quantitative, la Y est quantitative et l'autre et les autres variables explicatives sont qualitatives, on fait appel à MANOVA, l'analyse de la variance multiple, c'est l'extension d'ANOVA. Maintenant, si le Y est quali et les autres variables qui sont explicatives sont quantitatives, on fait appel à l'analyse factorielle discriminante, connue surtout sous l'appellation le scoring. Si toutes les variables sont qualitatives, c'est-à-dire la variable à expliquer et les variables explicatives sont également qualitatives, on fait appel à l'analyse conjointe. Ce sont les différentes techniques qu'on a dans le cadre donc, de l'analyse multivariée en fonction des types de variables qu'on a et de la nature de variables. Je vais m'arrêter là parce que M. Badr Boulak n'arrête pas de me relancer, comme quoi on a dépassé le timing. Donc, je vous remercie pour votre attention. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une deuxième intervention dans laquelle nous allons essayer de traiter certaines méthodes, que ce soit dans le cadre de l'analyse bivariée ou de l'analyse multivariée avec le logiciel SPSS. Je ne sais pas si vous avez des questions. À vous, Monsieur Badr. Donc, je ne sais pas si on a droit aux questions-réponses. Sinon, on doit arrêter la vidéo. C'est à vous de me répondre. Merci. Bon, c'est bon, donc je vais m'arrêter là et on se donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour une deuxième intervention dans laquelle, comme j'ai dit, on va traiter la partie de l'analyse bivariée ou l'analyse multivariée à l'aide des logiciels SPSS.